Est-ce que vous êtes scientifique ou littéraire? Je ne sais pas si on vous a déjà posé cette question-là, ou alors peut-être qu'on l'a posée à vos enfants, que vous-même vous l'avez posée. En tout cas, à l'époque, à une certaine époque, c'est peut-être pour les plus anciens. Maintenant, ça change. Mais les plus anciens, souvent, on était confrontés à cette question-là. Et puis, c'était un peu la caricature. Lui, c'est le scientifique de base. Voilà, le rationnel, et en plus représenté par un homme, en général, soit un garçon, soit un homme. Donc, vraiment, si je prends l'archétype, c'est voilà, le gars à lunettes qui aime les mathématiques, la rationalité, le pragmatisme, il faut des preuves, l'expérience mathématico-logique, avec un raisonnement spécifique, il faut optimiser, être efficace et compagnie, et ainsi de suite. J'extrapole. Et puis le lilas littéraire, qui est souvent représenté par une jeune fille, les cheveux carrés, simples, qui aime bien les livres, qui est un peu introvertie, qui aime la poésie, la littérature, qui est super calée dans l'histoire, les romans, euh, qui est une sorte d'archétype de la bibliothécaire. Et voilà, qui ne comprend rien aux maths, et puis qui a une certaine sensibilité aussi. Bon, c'est un peu un cliché. On va rester dans le domaine intellectuel parce que je ne vais pas parler de l'aspect du côté physique, manuel, donc le sport, les activités manuelles, les compétences manuelles. On va rester dans le domaine science, on va dire abstraite en général, et puis littéraire, littérature. Donc pareil, du domaine, même si on peut l'apparenter à une création artistique, puisque l'écriture, la poésie, et ainsi de suite, est une forme de créativité. Donc c'est une représentation artistique à travers, je sais pas moi, le théâtre, des films, scénarios, des livres, tout ça, ce sont des productions artistiques donc, et littéraires. Le scientifique, c'est un peu l'archétype de l'ingénieur, optimisé, efficace, logique. Il résout des solutions grâce à des stratégies d'optimisation, et ainsi de suite. Pourquoi je veux parler de ce sujet-là? Tout simplement parce que j'en ai parlé avec un jeune qui est en seconde et qui va s'orienter. Vous savez, en seconde générale, on s'oriente vers les spécialités, pour après qu'ils vont définir le bac. Bien que maintenant ça ait changé, donc on n'a plus le SL, donc scientifique, littéraire ou ES, économique et social. Maintenant, ils ont une palette un peu plus large, ces nouvelles générations. Ça date de quoi? De peut-être 2-3 ans? Quelque chose comme ça? Ça a changé? Peut-être un peu plus. Je pense que c'est un peu plus, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez récent. Mais avant, on était encore dans les filières S, L, E, S. Je parle du cursus général. Et donc, en discutant, voilà, ça m'a fait moi-même replonger dans mon époque, moi-même quand j'étais en seconde, où j'avais les mêmes interrogations, mais avec un peu plus de rébellion par rapport aux dictats qu'on nous donne, et puis par rapport aux croyances que lui avait sur lui. Il disait que c'était un scientifique, qui détestait l'histoire, alors c'est un scientifique. Voilà. Donc on en a discuté un petit peu par rapport à ça. C'est très difficile parce que c'est un enfant qui est totalement dans le système. Quand je dis totalement dans le système, à savoir par exemple que l'école est un facteur de réussite sociale, que la seule manière d'apprendre c'est dans cela, enfin c'est une manière intellectuelle, que trouver un travail qui marche, faire quelque chose qui marche pour pouvoir je veux pas vous dessiner un peu la caricature d'un peu du système, c'est-à-dire logement, famille, travail, et puis se définir par sa position sociale. Voilà.
On a un petit peu discuté, mais ça restait assez superficiel. Du coup, moi-même, ça m'a renvoyé à ma propre expérience. Parce que j'avais l'appréhension, donc à mon époque, dans cette filière-là, donc en seconde, j'aimais tout ce qui était sciences, j'adorais les maths, les sciences en général, mais les maths en particulier, et j'aimais aussi beaucoup les langues. Et comment choisir? Ben ouais, à l'époque, si je choisissais S, donc un bac S, ben ça allait me fermer énormément d'heures de langue. Parce qu'en général, on néglige ça. Je crois qu'il doit y avoir 2 heures minables par semaine. Et encore avec un niveau très bas. Déjà que le niveau à la base n'est pas élevé. Et en plus, dans les filières scientifiques, tout le monde s'en fiche. J'exagère, mais je caricature. C'était l'état d'esprit. En tout cas, là où j'étais. Donc, en prenant cette filière-là, en faisant ce choix de S, j'allais perdre ma volonté, mon intérêt, et de vouloir apprendre, approfondir les langues. Et de l'autre côté, j'avais pas du tout envie de faire un bac L, me taper tout ce qui est littérature, etc. Non, j'aimais pas du tout. Par contre, en tout cas, la manière dont ça a été présenté. Vous voyez, comme quoi, il y a énormément de choses que je redécouvre avec l'âge, et je me dis, je me serais jamais intéressée ça à l'école. Oh, si on nous faisait ça comme ça, par exemple l'histoire géo, quand je redécouvre l'histoire géo, que j'aimais pas, c'est pas que je n'aimais pas, c'était le côté parcourisme qui ne m'intéressait pas. Littérature, si on nous avait présenté d'une autre manière, de manière beaucoup plus participative, alors peut-être que ça m'aurait certainement intéressé. Mais certainement. Bref, ça c'est une autre histoire. Et donc, j'étais face à un dilemme, je pense que beaucoup sont face à ce dilemme-là. Maintenant, ça change encore une fois, puisqu'on adopte le système américain un peu où tu pioches, là c'est le self-service. Tu pioches un peu partout. De ce que j'ai compris de ce système-là, tu pioches dans des modules et t'as pas forcément une filière orientée. Et ça s'appelle pas forcément scientifique ou littéraire ou autre. C'est un peu de tout avec une majeure, c'est-à-dire une orientation en majeure, mais à côté tu peux piocher plein d'autres choses qui a priori n'iraient pas avec cette orientation majeure. Et donc à cette époque-là, ce à quoi j'étais confrontée, c'est que je voulais pas aller en S parce que j'allais perdre ça, ni en L. Donc j'ai choisi entre les deux en pensant que ça allait être la moyenne des deux, c'était ES. Bon, je me suis trompée, que c'est absolument pas la moyenne des deux, mais c'est pas du tout l'équilibre des deux, non, c'est une autre filière. Mais il y avait une prof de maths en seconde, je me rappelle très bien d'elle. Elle m'avait convoquée lorsqu'on avait fait les premiers choix, les premiers vœux, avec les choix de filière, et que j'ai dit que je voulais faire ES. Et je me souviens qu'elle avait énormément insisté pour que je change d'avis. C'était ma prof, c'était pas la conseillère d'orientation. Je lui avais rien demandé. Et elle était venue me voir, elle m'avait convoqué, il faut absolument que tu prennes S, parce que S, ça va la science, donc ça va t'ouvrir des portes, beaucoup plus de portes par la suite que L. C'est-à-dire que même si après ton bac S, tu veux t'orienter vers une filière qui est moins scientifique, on va plus littéraire, sciences humaines et compagnie, tu pourras toujours t'en sortir parce que la filière S, donc les scientifiques offrent une certaine perspective, une certaine manière d'apprendre, d'ouverture, que l'autre ne te permet pas. Donc tu développeras des facultés cognitives différentes. Bon, elle m'a pas dit ça, mais maintenant c'est ce que je comprends. Les sciences vont te permettre de développer des facultés cognitives qui sont plus adaptatives que le littéraire, que le bac L.
Et elle avait vraiment insisté, tu as énormément de potentiel, en gros elle me disait c'est un gâchis, tu vas gâcher ton avenir si tu prends pas cette filière-là. Je sais pas pourquoi, au fond de moi, je savais qu'elle avait raison, entre guillemets qu'elle avait raison, qu'il fallait que je fasse ça et que de toute façon j'allais m'en sortir et que ça ne allait absolument pas définir ma vie parce que à l'époque je disais par rébellion, de toute façon je peux faire ce que je veux dans la vie, c'est pas vous qui allez me dicter mes choix, je suis capable de faire tout ce que je veux, que ça soit S ou même rien ou quoi, je savais que j'allais m'en sortir. Mais moi c'était plus par intérêt, passer du temps, mon temps précieux à écouter des personnes sur des sujets qui ne m'intéressent pas, c'était plutôt ça, moi, qui m'intéressait, plutôt que le métier ou bien cette peur de ne pas s'en sortir dans la vie, de ne pas avoir un métier ou je ne sais quoi, pour ne pas avoir une position sociale ou je ne sais quoi. J'avais aucune crainte par rapport à ça. Moi, ma crainte, elle était plus court-termiste, elle était plus de l'ordre de l'ennui ou de l'intérêt de la discipline. Donc je savais qu'au fond c'était juste, que c'est vrai que ça aurait ouvert plus de perspectives. Vous savez, avec le temps je me dis c'est plus facile de redécouvrir par exemple la littérature, études de texte et ainsi de suite, de se remettre, imaginons 20 ans après, de se remettre dans ce genre de centre d'intérêt, histoire, géo, enfin toutes les disciplines là qu'on apprend dans ce genre de filière, ben c'est plus facile de s'y remettre 20 ans après dans ce genre de discipline plutôt que le contraire. C'est-à-dire que de se remettre dans des maths, de la physique, de la bio, déjà faut avoir un fort intérêt pour ça, mais je pense que effectivement, cognitivement, à moins qu'on ait des capacités naturelles, et que l'on ait une stimulation, que l'on ait eu quand même une stimulation intellectuelle constante au fil des années. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré, il y a un ancien camarade avec qui j'avais travaillé, et je l'ai rencontré qui me disait qu'il avait eu sa deuxième fille, il était tout content, ça faisait à peine 2 jours. Il était très content, donc il me racontait ainsi de suite, et puis il était tout fier aussi de me parler de sa première fille, qui était excellente à l'école, qui a de très bonnes notes, contrairement à lui, qu'elle est très autonome, qu'elle avait, je crois, 7 ans ou quelque chose comme ça. Et je lui ai demandé, est-ce que tu l'aides? Est-ce que parfois ça t'arrive de l'aider ou de vérifier, ou tu fais confiance absolue au programme, à l'école? Il me disait, ah oui, mais parfois... j'aimerais bien, parfois je regarde un peu ses devoirs, mais bon, moi-même, je sais pas si je pourrais l'aider. Il me dit, attends, moi je me souviens pas comment on fait une division, toi, plus personne se souvient de comment on fait une division, tu t'en souviens, toi? Et je lui dis, oui, je m'en souviens, je crois que j'ai jamais oublié. Ça m'avait marqué cette histoire-là, et je m'étais dit que finalement, la stimulation, le fait d'être... stimulé au fait de maintenir ses capacités cognitives qui sont liées à l'intellect, elles sont importantes déjà au niveau physiologique, parce que plus tard on s'en rendra compte. Mais bon, on va pas le faire pour ça. Mais plus tard, on se rend compte que les maladies dégénératives ont un lien avec le manque de stimulation, en fait, intellectuelle. C'est pour ça qu'on dit qu'à partir d'un certain âge, entre guillemets, les personnes âgées, doivent faire, je sais pas moi, des mots croisés, des choses comme ça, pour pouvoir continuer à maintenir cette activité cérébrale. Certains hémisphères doivent fonctionner, certaines connexions doivent aussi se maintenir. Ce qui est totalement bénéfique, en fait, à long terme. Mais comme beaucoup de choses, l'être humain a tendance à ne pas se rendre compte jusqu'à ce que le mal lui arrive. Ou disons le déséquilibre. Dès que le déséquilibre se ressent, c'est pas qu'il se ressent, il se ressent avant, mais dès qu'il est présent et assez handicapant pour s'intéresser, alors il s'y intéresse. Que ce soit les maladies en général,
les situations relationnelles et ainsi de suite, elles viennent, c'est souvent les drames de la vie qui poussent les personnes dans une certaine direction de changement et à s'intéresser à ce à quoi elle ne s'est pas intéressée toute sa vie, c'est-à-dire à elle-même, à soi-même, quoi. Donc par rapport à cette stimulation, en fait, donc par rapport à ce choix, je savais très bien, donc à cette époque, que je faisais pas forcément le bon choix, mais voilà, encore une fois, par rébellion, j'avais opté pour autre chose. Et je crois que si c'était à refaire, je crois que j'aurais pas fait le même choix. Ouais, je pense que j'aurais pas fait le même choix. Quoique, bon, de toute façon, ça sert à rien. C'est déjà fait, n'est-ce pas? Après, c'est pas non plus quelque chose de catastrophique qui a gâché toute ma vie et mon existence, pas du tout. Mais voilà, vous savez, parfois, il y a des petits choix. Je pense que vous aussi, parfois, il y a des petits choix comme ça, on se dit, ah tiens, j'aurais... Si c'était maintenant, si c'était à refaire, je l'aurais pas vraiment fait comme ça, ou j'aurais pas fait ce choix-là. Je ne parle pas des grosses, entre guillemets, erreurs de la vie, je ne parle pas de ça, mais je parle des petits choix comme ça, et je me demande si parfois les petits choix ont eu une certaine trajectoire, ont changé la trajectoire de la vie. Imaginez si on revenait en arrière et qu'on connaissait toujours le présent, un peu si on devait remonter le temps, et qu'on devait changer une chose à une certaine époque de notre vie. Je me demande si le fait d'avoir changé une toute petite chose, même, je sais pas moi, une discussion avec quelqu'un, une action, un comportement, vraiment quelque chose de banal, lorsqu'on revient dans le futur, un peu comme lorsque le GPS réactualise la trajectoire quand on le suit pas, quand on suit pas ce qu'il nous a donné, après à un moment donné, il réactualise la trajectoire, je me demande que si on revient dans le présent, est-ce que tout aura été la même chose? Enfin, est-ce qu'il y aura eu énormément de changements? Et si ces changements sont observés, lesquels est-ce? Et donc du coup, de se dire finalement, est-ce que chaque petite décision, est-ce que chaque petit choix compte? Ou finalement, c'est les grandes décisions de la vie, entre guillemets, grandes décisions de la vie, qui ont un impact significatif? Ou, si on observe qu'il n'y a aucun impact, ça veut dire que finalement, la notion de destinée, ou de fatalité, en fonction du regard qu'on peut porter sur ça, est vraiment c'est ce qui prime, est vraiment ce qui prime dans la vie humaine. Parce que finalement, si on a une destinée, si on a 100%, on est 100% destiné à un chemin, à une orientation, à une certaine vie, c'est-à-dire que quoi que l'on fasse dans le passé, quoi que l'on change dans le passé, de toute façon, on reviendra à ce à quoi on était destiné. Très intéressant ça. Oui, pour revenir à mon sujet de départ, qui est la discussion sur... en fait, je prenais ce sujet-là comme prétexte, scientifique ou littéraire. Avec le temps, moi, ce qui m'énervait, c'était ce choix-là. À l'époque, on pouvait dire que c'était une rébellion d'ado. Elle y est toujours dans ce cas-là. Alors bien sûr pas sous la même forme. Mais j'en ai une autre forme de compréhension. Ce qui me tracassait, à l'époque, lorsque je ne comprenais pas, j'avais cette forte intuition, mais qui était toujours en conflit avec, entre guillemets, le monde, ou disons le système de croyance dominant. C'était le choix d'être l'un ou l'autre, en fait. Oui, voilà, donc cette dualité, ce camp, le bien, le mal, le haut, le bas. Bien évidemment, la dualité fait partie de notre expérience, de l'expérience du moi, dans cette réalité partagée avec d'autres humains, mais ce n'est pas la seule.
Pardon. Alors, par rapport à ça, donc ce qui me tracassait, c'était ça. Je sentais que j'avais plein de centres d'intérêt. J'avais plein de centres d'intérêt et que on me forçait à choisir un camp, en quelque sorte. On me forçait, bon, à rentrer dans un moule, ça c'est évident, je pense que c'est un peu tout le monde, mais on me forçait à se spécialiser, je dirais. Voilà. C'est cette notion-là de spécialisation et puis d'enfermement dans un certain domaine. Je le vois vraiment avec... Voilà, si je devais partager, si je devais catégoriser, imaginons les personnes intellectuelles, donc vont utiliser leur intellect, elles ne peuvent pas en même temps être peut-être exceller dans leur domaine ou être très intéressées par leurs activités et en même temps être, je sais pas moi, s'intéresser à la mécanique, à la moto, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et donc, qui va développer des facultés aussi manuelles, qui va comprendre comment fonctionne la mécanique, qui est manuelle, qui est aussi peut-être amoureux de la montagne, des sports, disons, extrêmes à l'air libre, et ainsi de suite. Bon, voilà, vous voyez un peu, et qui en même temps joue du piano, adore je ne sais quel compositeur connu. En fait, c'est ça. Lorsque j'ai découvert qu'à une certaine époque, les grands, comme on l'appelle, les grands astronomes, philosophes, médecins et compagnie, pouvaient aussi être musiciens, jardiniers, bergers, quoi d'autre, poètes. En fait, jusqu'à une certaine époque, je pense que c'est comme si jusqu'à une certaine époque, on avait la faculté, ou les facultés cognitives, de nous explorer, d'explorer les différentes facettes de ces facultés-là, et des différentes sensibilités. Par exemple, lorsqu'on est dans une dimension physique, un sportif, quelqu'un qui va se dépasser physiquement et mentalement bien évidemment, ne va pas être dans le même état lorsque l'on est dans un état de contemplation. Lorsqu'on écrit, on se connecte à notre sensibilité. Ensuite, on va passer à autre chose, on va résoudre un problème. Un architecte ou un informaticien va devoir être dans un autre état parce qu'il va avoir accès à autre chose en lui. Mais et toutes ces choses-là, on les a en nous. Je ne suis pas la même personne lorsque j'ai accès à une certaine sensibilité que lorsque je dois résoudre un problème, une équation logico-mathématique ou réparer un objet électrique qui demande des connaissances en électricité, ainsi de suite. On n'est absolument pas dans le même état. Mais pourquoi choisir ? Pourquoi est-ce que c'est antinomique ? Puisque toutes ces facettes-là appartiennent à l'être humain, qu'on les possède, bien évidemment, certains ont des degrés différents, des sensibilités différentes, des compétences différentes, des capacités, pas des compétences, des capacités différentes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas du tout. Soit on les développe, soit on les développe pas, soit notre environnement aussi nous permet d'aller dans certaines directions, et ainsi de suite. Donc j'ai toujours trouvé ça étonnant, rabaissant même, de faire le choix, de faire ces genres de choix. Et je pense que c'est un petit peu le message que je veux, c'est pas un petit peu, c'est le message que je veux faire passer ici en
à travers ce questionnement-là, à travers cette observation-là, parce que ça révèle beaucoup de blocages chez nous. On s'empêche aussi d'explorer certaines facettes de nous-mêmes, et on peut aussi être dans la crainte du jugement, parce que du jour au lendemain, on peut être dans une découverte d'une nouvelle partie de nous, et puis qu'on aura du mal à partager parce que ça ne correspond pas forcément à certaines parties de nous, enfin en tout cas de l'image projetée. Et je peux tout à fait comprendre, puisque les expériences que j'ai pu avoir au cours de cette petite existence m'ont permis de voir à quel point il y a eu des phases différentes dans cette vie-là. Donc les personnes que je côtoyais, imaginons un certain temps, je sais que j'étais très... j'ai ce côté dur, j'ai ce côté, pas dur, mais optimisateur, logico-mathématique. C'est on passe à l'action, il y a quelque chose à réaliser, voilà, c'est aller vers la réalisation d'un but, et on éjecte tout ce qui se met sur notre chemin. J'ai cette tendance-là, j'en avais pas forcément conscience puisque je m'identifiais à ça, et au fur et à mesure des expériences, j'avais cette partie de moi, une forte sensibilité que j'ai redécouverte. Et ça a été assez troublant, peut-être je dirais très intéressant à explorer, cette forme de passivité, plus de réceptivité, plus être dans l'accueil, dans la réception, dans l'accueil, plutôt que d'être dans l'action, dans l'exploration, dans le mouvement constant. D'ailleurs, la réceptivité et ainsi de suite sont des caractéristiques plutôt féminines. L'action, le mouvement, cette force qui pousse à agir, c'est plutôt une caractéristique masculine. C'est comme si j'avais renié, laissé de côté l'autre partie pour réexplorer celle-ci. Et je sais qu'au fur et à mesure, j'ai réconcilié les deux. Enfin, les deux. Il y en a d'autres aussi, mais grosso modo, ces deux grosses parties se sont réconciliées. Et c'est après que j'ai compris, au fait, en ayant expérimenté avant, le pôle féminin, le pôle masculin, que on peut aborder on peut aborder une observation, on peut aborder une expérience via une certaine sensibilité, mais on peut aussi l'aborder autrement. Et c'est de naviguer entre ces différentes facettes-là qui est très intéressant. Et voilà, donc ici, le message principal que je voulais avoir, c'était un message d'encouragement, d'ouverture vers nos différentes facettes. L'un n'est pas forcément contradictoire avec l'autre. On peut très bien avoir différents aspects de nous-mêmes qui puissent s'exprimer parfois de manière simultanée, parfois en fonction des phases de notre vie. Ça fait partie de l'exploration de nous-mêmes. Et je crois que fermer les enfants, donc d'où l'éducation, d'où le fait que j'ai pu discuter avec ce jeune. Malheureusement, je n'ai pas d'influence ou d'impact parce que je vois dans quel milieu il se trouve, et le message, c'est réellement soit vous êtes des parents et que pour vos enfants, pouvoir les conduire vers différentes facettes d'eux-mêmes, le fait de pouvoir éduquer à la sensibilité, à l'art, le côté artistique, donc créatif, est aussi important que le côté physique, que le côté logique, que le côté verbal en fait.
je crois que ça commence très tôt et ça fait partie de l'exploration de soi, de l'élargissement des perspectives que l'on a sur nous-mêmes et de la perception que l'on a aussi sur nous-mêmes. Plus on explore et qu'on élargit les perspectives en nous, plus le monde s'élargira et plus on pourra explorer de grandes choses, de plus grandes choses que, je sais pas moi, le monde des sens physiques, par exemple. Beaucoup plus que cela, et même si l'entourage ferme toutes ces portes-là, eh bien, on peut très bien être scientifique et littéraire en même temps. D'ailleurs, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire en soi. Donc, on peut être ce qu'on veut, c'est sûr, mais on peut développer, on peut exprimer, voilà, c'est plutôt exprimer qui est important. On peut exprimer nos différentes facultés comme bon nous semble, et c'est ce qui fait la beauté et la singularité de chacun d'entre nous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt, bye.